Les podcasts du Figaro. Mayday, Mayday, Mayday. Nous avons perdu les deux moteurs. Nous sommes en vol plané. Vous n'êtes pas en train d'écouter l'extrait d'un film catastrophe. Ce message de détresse a réellement été lancé par le pilote d'un Airbus A330 en panne de carburant au-dessus de l'océan Atlantique. Ça s'est passé dans la nuit du 23 au 24 août 2001. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac. Bienvenue dans les récits du Figaro. Les accidents aériens ne tournent pas toujours à la tragédie. Le professionnalisme, le courage et la dextérité des équipages ont souvent permis d'éviter un drame. Les miraculés du ciel existent, nous en avons rencontré. Il fait beau en cette toute fin d'après-midi d'été à Toronto. Le vol TS-236, un Airbus A330 d'Air Transat, s'apprête à traverser l'Atlantique, direction Lisbonne. À bord, 293 passagers, des vacanciers pour la plupart et des personnes d'origine portugaise qui rentrent au pays le temps des congés. Et puis bien sûr, il y a les membres de l'équipage. Ils sont 13. Tout ce petit monde se prépare à passer 7h30 dans les airs. Le commandant de bord s'appelle Robert Pichet. C'est un Québécois de 48 ans, à son actif 16 800 heures de vol. Son copilote est un Canadien anglophone, Dirk de Jager. Il n'a que 28 ans, mais compte déjà 4 800 heures de vol. Il n'est pas loin de 20 heures, l'heure prévue du décollage. La tour de contrôle de l'aéroport donne ses instructions. Transat 236, tournez à gauche sur la bretelle Roméo et maintenez position seuil piste 24, droite. Lesté de 48 tonnes de carburant, l'Airbus est enfin autorisé à décoller. Il atteint assez vite son altitude de croisière. Mais le ciel est encombré et le contrôle aérien lui demande de modifier son cap vers la droite. Il devra donc évoluer 110 km plus au sud par rapport à son plan de route. Un petit écart qui aura son importance dans la suite des événements. L'avion vole depuis un peu plus de 5 heures, quand à 5h16, une alarme s'affiche sur les cams. Les cams, c'est cet écran placé au centre du tableau de bord. Il indique le fonctionnement général des systèmes de l'avion. Selon lui, la température d'huile serait en train de baisser et sa pression monte sur le moteur numéro 2, celui de droite. C'est une alerte étonnante. Elle n'est même pas recensée dans la documentation de bord. Comme tous les autres paramètres sont normaux, le commandant Pichet soupçonne un bug informatique. Il faut que je vous précise que l'avion dispose de plus de 140 calculateurs et ordinateurs. Donc la piste du bug n'est pas totalement improbable. Mais 20 minutes plus tard, une seconde alarme retentit. Les cams indiquent cette fois-ci un déséquilibre de carburant. Il y aurait moins de kérosène dans le réservoir placé dans l'aile droite que dans celui de gauche. Cette fois-ci, la documentation du constructeur est très claire. Il faut procéder à un rééquilibrage. Pour cette manœuvre, il faut actionner une vanne et une pompe de transfert. Le copilote pousse la commande cross-feed située sur le panneau supérieur du cockpit. Les deux réservoirs sont alors connectés. À partir de ce moment-là, les pilotes vont suivre à la lettre le manuel d'instruction de bord. Mais l'opération de rééquilibrage ne donne rien. Le problème persiste. Le niveau de carburant ne grimpe pas dans le réservoir droit. Robert Pichet commence à se demander s'il n'y a pas réellement une fuite. Il demande à une hôtesse d'aller regarder à travers le hublot si elle aperçoit une traînée de kérosène sous le fuselage. Mais il fait nuit, et même munie d'une lampe de poche, elle ne voit rien du tout. Dans le poste de pilotage, on calcule et on enchaîne les bilans carburant. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Il y a bel et bien une fuite, et elle est massive. À 5h48, l'Airbus envoie un message de détresse. À 6h13, le réacteur droit s'arrête. À 6h26, le second moteur cesse de fonctionner. C'est la panne totale de moteur au-dessus de l'océan Atlantique. Un silence de mort s'abat alors dans l'avion. Un des passagers se souvient « On aurait pu entendre tomber une épingle ». L'A330 est devenu un simple planeur et ça va durer 21 minutes.
Le moteur de queue chargé de fournir de l'énergie est lui aussi en panne. Là encore, c'est le manque de carburant qui est en cause. Dans cette nuit d'enfer, les pilotes ne peuvent plus compter que sur le rame air turbine pour actionner leur commande. C'est une simple petite éolienne sortie du fuselage qui débite de l'électricité à la force du vent, un peu comme le ferait une dynamo sur un vélo. La base militaire portugaise de l'AGES sur l'île de Terceira est alertée. Les moteurs de l'avion se sont arrêtés quand il était à 160 km de cette petite île des Açores. Il volait alors à une altitude de 9100 mètres. Avec un taux de chute de 600 mètres par minute, le calcul est sans appel. Il peut planer environ un quart d'heure. Atterrir à l'AGES est donc en théorie possible, mais il faut que les vents soient favorables et surtout que l'avion tienne le coup. Finalement, le déroutement vers le sud qui avait été demandé par le contrôle aérien canadien au départ se révèle être une aubaine miraculeuse. La trajectoire du vol TS-236 l'a rapproché de l'île de Terceira. Mais l'Airbus arrive néanmoins trop haut à la verticale de l'AGES. Alors pour compenser l'excédent d'altitude de 1800 mètres, Robert Pichet effectue un 360 degrés. C'est-à-dire un virage en descente avec un retour au point de départ, mais pas question d'en faire un second. L'heure de vérité approche. L'avion s'aligne dans l'axe de la piste 33. Elle fait 3250 mètres de longueur. Il vole encore à près de 450 km/h. C'est rapide, bien trop rapide. Il faut impérativement qu'il décélère et atteigne les 370 km/h s'il veut pouvoir laisser tomber le train d'atterrissage. Robert Pichet relève donc le nez de son appareil pour le ralentir. Mais la tâche est délicate. S'il décélère trop, l'avion risque de faire ce qu'on appelle un décrochement et de perdre sa portance. L'Airbus touche la piste à plus de 300 km/h sans aérofrein ni rétropoussée de ses réacteurs, avec un seul freinage de secours pour toute aide. L'atterrissage est très brutal, le rebond très dur, les pneus éclatent, c'est la panique à bord, mais l'appareil s'immobilise, les roues enfoncées dans la piste. Les passagers sont évacués en 90 secondes. Tout le monde va à peu près bien. Pas de blessés majeurs à déclarer, mais beaucoup sont en état de choc. L'enquête va rapidement établir ce qui est arrivé. Quelques jours avant le vol vers Lisbonne, le moteur droit de l'Airbus a été remplacé. Les canalisations de la nouvelle turbine ont été raccordées avec les fixations utilisées pour l'ancien moteur, et celles-ci n'étaient pas parfaitement adaptées. Le chef mécanicien de la compagnie avait pourtant protesté contre cette facilité. Mais sa hiérarchie lui avait rétorqué qu'il n'était pas question d'attendre un nouveau matériel. Il fallait utiliser l'ancien. Conséquence de ce mauvais montage, le tuyau d'alimentation en kérosène du turboréacteur s'est cisaillé sous l'effet des vibrations du moteur. Le carburant qui circule dans ces canalisations à moins 35 degrés a inondé l'intérieur du réacteur. Le tuyau d'huile qui sert à le lubrifier a alors quasiment gelé, d'où la première alerte. La compagnie a reconnu sa responsabilité et a été condamnée à une grosse amende. Mais son pilote, lui, est devenu un héros. L'immense notoriété dont jouit le capitaine Robert Pichet des deux côtés de l'Atlantique ne tient pas qu'à son habileté aux commandes. Son parcours, c'est celui aussi d'une rédemption, un homme au passé rocambolesque, car avant de prouver qu'il était un as du manche à balai, il s'est illustré dans la délinquance. On est en 1983 et Robert Pichet n'a pas vraiment de travail, si ce n'est qu'il effectue des vols de nuit entre la Jamaïque et la Géorgie à bord de petits avions de tourisme. Sans plan de vol, sans passagers et avec une cargaison sur laquelle il ne pose surtout pas trop de questions. Bref, vous l'aurez compris, il baigne en plein trafic de drogue. Il se fait arrêter par les autorités américaines avec à son bord une demi-tonne de marijuana. Il prend 10 ans de prison. Mais au bout de 16 mois d'incarcération, il est libéré pour bonne conduite. Il enchaîne alors les petits boulots de barman à chauffeur de taxi et finalement, en 1995, il entre chez Air Transat après avoir vaincu une grosse dépendance à l'alcool. En 2017, à 65 ans et après un ultime vol, Robert Pichet prend sa retraite. Son histoire a inspiré plusieurs films ainsi qu'un livre et une pièce de théâtre. Il a même créé une fondation portant son nom. Celle-ci a pour mission de soutenir les organismes qui agissent auprès des personnes dépendantes à l'alcool, à la drogue ou au jeu. L'objectif est d'aider les gens à se réinsérer dans la société.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Miraculés du ciel. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour vous raconter l'incroyable histoire du vol British Airways 5390. Alors, soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site lefigaro.fr et sur nos réseaux sociaux. L'histoire de l'Airbus A330, en panne totale de moteur au-dessus de l'Atlantique, est à l'origine un article écrit par Philippe Doucet dans Le Figaro du 22 juillet 2019. Il est adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.